Bonjour, je m'appelle Gladys Debieux, je suis psychomotricienne et formatrice spécialisée en petite enfance. Aujourd'hui, je vais vous parler du développement psychomoteur. Le développement psychomoteur est encore couramment confondu avec le développement de la motricité globale. Et chez les jeunes enfants, cela se résume souvent à se mettre sur le ventre, ramper, faire du quatre pattes, s'asseoir et marcher. Or, c'est très réducteur de ne voir que ces étapes-là. Si le préfixe psycho est accolé au terme moteur, c'est bien parce que le développement psychomoteur est bien plus large, plus riche et plus complexe. Il est donc important de comprendre ce terme dans sa réelle signification. Mieux comprendre celui-ci nous permettra, nous, adultes, que l'on soit professionnels ou parents, de mieux percevoir aussi la place et le rôle majeur que l'on tient dans l'accompagnement de celui-ci. Prenons le temps d'abord de définir la notion de développement. Ici, la notion de développement désigne l'ensemble des transformations évolutives qui contribuent au changement et à la construction des étapes et des fonctions psychomotrices. C'est un processus global et très vaste, qui comprend aussi bien la croissance et la maturation des organes et des fonctions. Le terme motricité, quant à lui, désigne certes la motricité globale qui correspond au mouvement de l'ensemble du corps, comme marcher, courir, sauter, mais aussi la motricité fine, avec des gestes plus précis, tels que enfiler des perles, tourner les pages d'un livre. Nous voyons donc déjà que lorsque nous employons le terme de motricité et pensons qu'à la motricité globale, nous réduisons notre observation du développement psychomoteur. La motricité peut certes s'étudier d'un point de vue anatomique et physiologique, mais quand on parle de développement psychomoteur, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment l'enfant se met en mouvement, pourquoi et ce qui est nécessaire dans son environnement aussi bien humain qu'affectif pour qu'il puisse se mettre en mouvement. Ainsi, la fonction motrice est avant tout une fonction ici, dans le développement psychomoteur, de relation. De relation car il s'agit de bouger pour aller vers, explorer librement son environnement, aller vers des personnes. Ainsi, en parlant de développement psychomoteur, nous désignons la sensorimotricité en lien étroit avec les émotions et la cognition, le monde des pensées. De fait, ce qui concerne la psychomotricité, c'est pourquoi nous bougeons, mais dans quelle intention et surtout comment nous pouvons bouger. Parler du développement psychomoteur, c'est donc tenter d'appréhender une croissance, un déploiement et une maturation de l'organisation psychomotrice et de ses fonctions. L'organisation psychomotrice est composée de paramètres en interrelation constante, à savoir les dimensions biologiques, sensorimotrices, affectives et cognitives. De fait, dans le développement psychomoteur, on ne peut étudier la motricité de façon isolée. Nous savons aujourd'hui que le développement psychomoteur ne consiste pas en de simples étapes linéaires et successives d'acquisition. De même qu'il ne dépend pas uniquement de l'équipement biologique de base, ni même de la maturation du système nerveux. Certes, l'équipement biologique et la maturation du système nerveux sont importants, mais l'environnement et les interactions avec l'environnement sont tout aussi essentielles pour le développement psychomoteur. Il s'agit avant tout d'une aventure infiniment complexe qui se situe entre les potentialités de cet équipement biologique et génétique et les expériences de l'individu avec son environnement. Le développement psychomoteur est donc épigénétique, c'est-à-dire sous l'influence du milieu, aussi bien physique et humain, dans lequel il évolue. Pour ce faire, il nécessite de la part du bébé et du jeune enfant une exploration active et suffisamment libre de son environnement. Ainsi, le développement psychomoteur s'intéresse à la motricité, mais aussi à la prise de conscience de soi, de son corps, et à la prise de conscience de son environnement spatio-temporel, c'est-à-dire l'espace et le temps, et les possibilités de s'y adapter. Le développement psychomoteur
comportent des périodes plus intenses que d'autres, avec des répétitions nombreuses et des périodes plus calmes. Dans cette perspective évolutive et dynamique, il est plus intéressant et judicieux de s'intéresser au comment le sujet organise son mouvement qu'au résultat. Il est vrai qu'en tant qu'adulte, que l'on soit professionnel ou parent, nous avons souvent besoin de repères de compréhension pour structurer notre pensée et comprendre le développement psychomoteur. Nous souhaitons savoir à quel âge l'enfant doit faire quelle acquisition. Toutefois, il ne faut pas oublier que ces repères représentent en fait des statistiques et que chaque enfant est unique. Or, comme chaque enfant est unique, les comparer les uns aux autres est très réducteur et ne permet pas de mieux comprendre le développement psychomoteur de cet enfant. Chaque acquisition psychomotrice est à mettre en valeur, même les étapes intermédiaires peu connues, car elles concourent au bon développement psychomoteur. Et si nous observons la totalité des étapes du développement psychomoteur, nous allons voir toute la richesse des acquisitions faites par le jeune enfant. Il est souvent tentant de penser aussi que le développement psychomoteur, en termes temporels, va jusqu'à la marche. Or, la marche, acquisition tant attendue, de même que les premiers mots, est une acquisition parmi d'autres, mais pas la fin du développement psychomoteur. Certes, la marche est une étape très attendue et importante, mais elle est une étape parmi d'autres, et elle est une étape au milieu d'un long chemin, car le développement psychomoteur commence dès la période fœtale, mais ne se termine pas à la marche. Il se poursuit jusqu'à l'adolescence. En effet, toutes les fonctions psychomotrices, comme la motricité globale, la motricité fine, les coordinations, l'organisation spatio-temporelle, la latéralité, se construisent tout au long de l'enfance et de l'adolescence. À la naissance, le bébé, on dit qu'il a une hypotonie au niveau du dos, c'est-à-dire que les muscles de son dos ne sont pas encore suffisamment musclés pour tenir sa tête, mais aussi pour tenir assis ou pour tenir debout. Quant à ses membres, on dit qu'ils sont en triple flexion, c'est-à-dire que les bras et les jambes, eux, ont un tonus important et que les poings sont fermés, les bras sont recroquevillés, ainsi que les jambes. Donc cette loi se différencie en deux aspects. La loi céphalo-caudale qui nous dit que de cette hypotonie axiale, de la tête jusqu'au sacrum, étage par étage, les muscles vont se muscler petit à petit et ainsi permettre dans un premier temps que le bébé tienne sa tête, puis qu'il tienne son dos. Et la loi proximo-distale, elle nous dit que ce sont d'abord les parties les plus proches du corps qui vont se détendre, et petit à petit, ce seront les parties les plus éloignées. C'est-à-dire que, par exemple, pour les bras, c'est d'abord au niveau des épaules que la détente va se faire, puis au niveau des coudes, des poignets et enfin des doigts. Et là, les bébés pourront ouvrir les doigts et utiliser plus facilement leurs mains pour attraper des objets. La loi de différenciation, elle, nous dit que les acquisitions dans le cadre du développement psychomoteur se font toujours dans le sens du plus simple au plus complexe. Ainsi, d'une motricité globale et involontaire à la naissance, l'activité motrice deviendra volontaire, à savoir voulue et contrôlée, mais aussi de plus en plus précise. Elle gagnera en précision, deviendra plus élaborée, mais aussi plus localisée. De plus, les actions simples se complètent pour devenir des actions de plus en plus complexes. Chaque fonction s'étaye sur une étape précédente. Par exemple, avant d'apprendre à porter une cuillère à sa bouche pour manger, l'enfant apprendra d'abord à saisir un objet. Chaque nouvelle acquisition s'intègre donc à l'ensemble des autres. Enfin, la loi de variabilité nous dit à chacun son chemin et à chacun son rythme. Ainsi, elle nous rappelle que ces progrès ne sont ni uniformes ni continus. En effet, cette maturation se réalise par une alternance de progression rapide, de temps plus calme, voire de temps de pause et d'intégration. Elle s'effectue à un rythme propre pour chaque enfant. Ces variations individuelles
peuvent s'expliquer par de nombreux paramètres, dont les plus évidents sont la qualité du système nerveux et du système musculaire, l'évolution de la maturation cérébrale, on est donc du côté biologique, mais aussi la quantité et la qualité des informations sensorielles qui proviennent de l'environnement, les expériences motrices faites par le jeune enfant, la qualité aussi de son développement cognitif et affectif. Plus l'enfant est sécurisé, plus il est dans un environnement adapté et plus il peut explorer librement son environnement et progresser. Chaque enfant porte en lui le potentiel pour développer ses acquisitions psychomotrices et apprendre à se mettre sur le ventre, se retourner, ramper, le quatre pattes, s'asseoir, marcher, mais aussi tourner des pages, pouvoir chanter, toutes ces acquisitions psychomotrices. Donc, pour la grande majorité des enfants, en dehors d'un handicap ou d'une maladie, nul besoin de leur enseigner ces étapes-là. Pour autant, pour que l'enfant puisse apprendre et faire toutes ces étapes, des conditions sont nécessaires. Et ces conditions-là, seuls des adultes peuvent lui offrir. Il a notamment besoin que ses besoins soient assouvis, d'être dans un environnement adapté, sécurisé et accompagné par des adultes bienveillants. En effet, un bébé va découvrir par lui-même comment s'asseoir, comment se mettre debout, mais il ne pourra le faire que s'il est sécurisé, que si ses besoins sont assouvis et que si il est sécurisé par un adulte bienveillant, disponible en cas de besoin. De fait, l'adulte a un rôle essentiel pour permettre au bébé de faire tous les apprentissages liés au développement psychomoteur. Rappelons ce que disait Maria Montessori. La fonction du milieu n'est pas de former l'enfant, mais de lui permettre de se révéler. Un bébé a donc besoin que l'adulte soit attentif à ses besoins et y réponde le plus adéquatement possible. Les besoins sont d'ordre physiologique tels que manger, boire, éliminer, mais aussi d'ordre sécuritaire, sécurité affective et physique, d'ordre affectif et d'appartenance tels que être aimé, être écouté, d'ordre d'estime de soi, avoir le sentiment d'être utile, apprécié, considéré, et d'ordre de l'accomplissement personnel, tel que apprendre, développer ses compétences, être créatif. Ainsi, le tout petit a besoin de l'adulte pour lui prodiguer des soins alimentaires, d'hygiène, mais aussi pour être inclus dans la vie en société et être considéré comme un individu à part entière et unique. Il a besoin que l'adulte veille à ce qu'il ne soit pas sur ou sous-stimulé. Ces deux extrêmes sont aussi dommageables pour le développement psychomoteur. De plus, les bras de l'adulte pour le bébé sont le premier environnement après sa naissance qui lui offre une sécurité nécessaire à son développement. Puis, cela sera le regard, les paroles, les sourires, le toucher qui lui offriront une sécurité, plus à distance, pour qu'il puisse explorer le monde. En effet, quand l'enfant grandit, quand il se sent en sécurité, il se tourne alors avec plus de facilité vers le monde, l'explore et peut développer son autonomie. Et comme le bébé arrive dans un monde qui le précède, il a besoin d'adultes qui mettent des mots et du sens sur ce qu'il vit. Les adultes sont également témoins de ses essais, de ses efforts, de ses difficultés, de ses moments d'aisance, d'erreur, de réussite. L'adulte est présent, l'adulte verbalise, l'adulte est soutenant. La responsabilité de chaque adulte qui accompagne un jeune enfant est donc grande à ce niveau. Il ne s'agit pas d'expliquer à l'enfant comment faire pour apprendre à s'asseoir, il ne s'agit pas de le mettre assis, mais bien d'être pour lui un adulte sécurisant et qui a réfléchi à un environnement adapté pour lui, là où il en est dans son développement psychomoteur. Afin que le bébé développe ses acquisitions psychomotrices durant ce temps des fondations, comme je vous le disais, il a besoin d'un environnement propice, c'est-à-dire
ni trop stimulant, ni pas assez. En effet, trop d'informations sensorielles pourrait le fatiguer, l'empêcher de se concentrer, le rendre irritable aussi. A l'inverse, pas assez de stimulation adéquate ne crée pas de situation favorable à des apprentissages. Pour donner un exemple, un bébé de quelques mois qui est sur le dos et dont son premier travail est d'apprendre à tourner la tête et de regarder de chaque côté. Si la première fois qu'il tourne la tête à droite, il voit un mur blanc, et que quand il tourne la tête à gauche, il voit un meuble en bois. Quel intérêt de continuer à tourner la tête à droite et à gauche, sachant qu'il n'y aura pas d'autres informations sensorielles à découvrir dans cet environnement-là. A l'inverse, s'il y a trop d'informations dès qu'il tourne la tête à droite, à gauche, mais qu'il a aussi des informations au plafond, en hauteur, l'enfant soit sera fatigué, soit ce trop-plein d'émotions lui nécessitera de se protéger et peut-être, dans ce cas, s'endormira-t-il pour se protéger de ces informations. Le rôle de l'adulte est donc d'observer le bébé, de comprendre son seuil de tolérance, de découvrir ce qui l'intéresse en ce moment et d'aménager un environnement adéquat. C'est ce qui permet au tout petit de construire progressivement son expérience, de se découvrir, de comprendre le monde dans lequel il vit en s'appuyant sur une relation de qualité avec un ou plusieurs adultes bienveillants. De plus, il est nécessaire d'avoir en tête que le tout petit a besoin de répéter un mouvement jusqu'à la maîtrise complète de celui-ci avant de passer à un nouvel apprentissage. En effet, la répétition permettra une meilleure intégration et autonomisation de ce mouvement. Pour cela, il faut que l'adulte accorde au bébé le temps nécessaire et qu'il ne cherche pas à l'amener vers de nouveaux apprentissages trop rapidement. Ainsi, l'éveil du bébé passe avant tout par 1000 petits riens au quotidien, la voix d'un adulte, un reflet, ses mains, un bout de tissu. En conclusion, c'est l'attitude sécurisante, bienveillante, contenante et soutenante de l'adulte qui va permettre au tout petit de peu à peu trouver en lui les ressources pour développer ses compétences psychomotrices. Merci pour votre écoute et si le thème vous a plu, n'hésitez pas à liker en mettant un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de la Libre Exploration. Merci.